Oui. Bien, alors j'ai besoin de vous dire que je suis très impressionnée que nous soyons si nombreux pour partager avec vous mon expérience. Puis en fait, j'ai déjà repéré deux autres personnes et peut-être qu'il y en a d'autres, on va voir ça tout de suite. Mon expérience du co-développement professionnel en France et aussi dans 2-3 autres pays depuis 10 ans. Je n'ai jamais parlé co-développement devant une assemblée aussi grande. Alors déjà, ça vous parle des nouveaux enjeux du co-développement. Et que c'est intéressant parce que quand Pascal Pougnier m'a proposé de faire cet atelier, j'ai bien sûr dit tout de suite oui, parce que depuis 10 ans, moi je fais partie des 5 ou 6, à ma connaissance, et peut-être qu'il y en a plus, de consultants qui ont découvert le co-développement dans leur réseau et qui ont décidé que c'était tellement formidable, tellement puissant, que ça allait répondre, et je vous parle de ça il y a 10 ou 11 ans, que ça allait répondre certainement à la quatrième révolution dont parlait Pascal. Et donc j'ai parlé de co-développement à tout le monde, ou à énormément de gens. Et alors, d'abord, c'est la joie. Voilà, j'ai envie de vous partager ma joie. Et après, on va être dans la coopération et on va faire au mieux pour que ça soit interactif, voire j'ai entendu controverse, donc peut-être qu'il va y avoir aussi de la controverse. En tout cas, elle est la bienvenue. Et ce que je veux vous dire, c'est que vraiment, je vais vous partager mon expérience autour du co-développement professionnel en France et ce à quoi je crois. Parce que je crois que le co-développement peut déjà dire que c'est un peu comme le coaching. Moi, j'ai commencé à faire du coaching il y a 13 ans. Et je pense qu'on est à peu près à ce même moment où maintenant le métier est connu. Par contre, j'ai bien aimé entendre parler Pascal de posture. Parce que ce que j'ai envie de vous partager aussi, c'est quelle posture c'est, et puis que aussi on a un échange autour de quelles sont les différences éventuelles, les ressemblances entre posture de coach et posture d'animateur de co-développement professionnel. Alors j'ai rajouté volontairement, je sais que le nom de l'atelier est les nouveaux enjeux du co-développement, j'ai rajouté professionnel. Et puis, je ne pouvais pas faire cet atelier sans avoir avec moi le livre de référence qui s'appelle « Le groupe de co-développement professionnel », puisque moi, je m'inscris dans la mouvance d'Adrien Payette et Claude Champagne. J'ai d'ailleurs été formée... c'est magnifique. Oui. Donc j'ai d'ailleurs été formée par eux et je continue à aller au Québec tous les ans ou tous les 2 ans. On n'a pas encore inventé de mot, on dit supervision en co-développement, on va sûrement en inventer un, peut-être que ça va sortir d'aujourd'hui. Et donc j'ai une superviseuse qui est québécoise. Voilà. Alors Adrien, on a besoin de toi pour ce matin. Là, et Claude aussi, et on va faire des étincelles. Alors je voudrais savoir, oui, qui anime déjà, et je vais aussi rajouter un mot, parce que c'est une chose d'animer une séance de co-développement professionnel avec ses étapes. Et pour moi, c'est une autre chose que d'animer un groupe de co-développement professionnel. Je vais faire un petit coucou aussi à l'association qui est encore relativement débutante à côté de la SF Coach, mais à l'association française de co-développement professionnel, où on a aussi travaillé sur, il est sorti l'année dernière, un code de déontologie et un référentiel de compétences. Voilà. Et vous trouverez aussi la définition du groupe de co-développement professionnel. Donc j'aimerais savoir que ceux qui ont déjà animé des groupes de co-développement professionnel lèvent la main. Voilà. D'accord. Ok. Bon. Et puis, alors comme ça à la volée, parce que vu le nombre, on va pas. J'ai décidé de ne pas faire un tour de table, ce qui est un petit peu dommage, mais on y passerait les 2 heures.
Mais à la volée, pourquoi vous êtes là? Que quelques personnes disent, en particulier ceux qui n'ont pas encore d'expérience d'animation de groupe de co-développement professionnel, pourquoi vous êtes inscrits à cet atelier? Oui. Moi, j'ai eu la chance d'assister en live à quelque chose qui était fait par un collaborateur de Paillettes et Champagne, un Québécois, et donc ça m'a vraiment donné envie, mais je ne suis pas passé à l'acte encore, et donc je ne sais pas par quel biais, mais je suis extrêmement attiré par cela. Donc j'espère trouver ici encore un peu plus d'énergie pour y aller. Un peu dans la même idée, moi-même je connais de façon un peu théorique, à travers Paillettes et Champagne, c'est quelques développements. Je vais voir dans la vraie vie ce que c'est. Oui. Moi, c'est vraiment de mieux comprendre la posture attendue. Voilà, parce que ce qu'on dit, c'est qu'un animateur en co-développement, c'est pas un coach, c'est pas un consultant, mais du coup, c'est quoi la posture? Pareil, je connais en théorie, mais pas plus que ça. En revanche, j'ai vécu 20 ans au Québec, et donc j'ai un peu l'impression d'être au Québec. Ici. Alors c'est aussi pour ça que je venais. Ah d'accord. Mais je ne les connais pas pour de vrai. À l'époque, je n'étais pas du tout dans le coaching, j'étais dans la presse. Ah oui, c'est vrai. Et du coup, un petit Champagne Paillettes, je peux pas me passer. D'accord. Petit coup de Québec. Et si les dieux de la technique sont avec nous, tu vas entendre... c'est fun, c'est bien le fun. Ça va être bien le fun ce matin, ouais. Ça va être bien le fun ici. On va placoter autour du co-développement. Voilà. On va parler français. Comment ça en français? Sinon, il faut une traduction. Oui. Dominique, il faut un traducteur, un interprète. Moi, j'ai participé récemment en fait, à une réunion, une rencontre de parrains dans une association qui accompagne les demandeurs d'emploi. On se réunit tous les parrains régulièrement. Et en fait, j'ai un parrain qui est coach et qui s'est formé au co-développement. Et donc, elle a proposé de faire cette expérience. J'ai trouvé très puissant. Et donc, ça m'intéresse peut-être aussi à former. D'accord. Donc, j'entends de la curiosité, de voir la différence entre les deux. Et puis, j'aimerais demander à ceux qui ont l'expérience d'animer des groupes de co-développement, pourquoi vous aimez ça, en espérant que vous aimez ça. J'imagine que si vous êtes là, mais qu'est-ce qui fait que vous aimez ça, vous vous êtes formé témoignage. Juste en face, donc oui. Pour ma part, effectivement, moi j'en fais depuis quelques années, mais d'une manière un peu opportuniste en fait. J'ai pas de démarche vraiment volontaire et proactive autour de ça, et c'est pour ça que je suis là. Parce que je pense que c'est vraiment une belle ressource en fait, pour le collectif aussi, pour l'accompagnement des coachs. Et il se passe vraiment des choses magnifiques en fait. C'est un espace collectif où on fait vraiment évoluer un individu au sein d'un collectif. Et ça, c'est vraiment très enrichissant. Donc par rapport au coaching individuel, ça apporte une autre manière de regarder son rôle, sa posture. Et je trouve que c'est vraiment plein de richesses pour tout le monde. Gagnant-gagnant. Ouais. J'y prends beaucoup de plaisir et j'ai envie d'en faire beaucoup plus. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Pour aller avec encore plus d'énergie vers le développement. Bon, ça y est, il y en a un qui est déjà contaminé. C'est une passion dont on ne guérit pas. Francis, tu veux témoigner? Oui, moi je trouve qu'il y a pour l'animateur aller vers l'inconnu, et c'est passionnant parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Et puis il y a une poésie du groupe qui se met en forme au fil des séances, et ça c'est merveilleux à voir se construire. Marie-Odile? Tout est dit. Tout est dit. Ce qui me plaît effectivement dans le co-développement, c'est de voir comment, au fur et à mesure, la confiance s'installe dans le groupe, comment les gens, au fur et à mesure, osent dire leurs problématiques. Voilà, ce qui est loin d'être facile dans l'entreprise. Et moi, je suis toujours admirative des personnes qui s'inscrivent à un groupe de co-développement, qui font déjà cette démarche qui est loin d'être simple et qui osent dire. Voilà. Et comment on peut oser ensemble. Moi aussi, je suis fan. Un dernier, oui. Un très bel outil d'intelligence collective. On parle d'intelligence collective et je trouve que le co-développement, c'est la première marche, une première étape pour mettre en place concrètement ce que c'est l'intelligence collective. Donc voir que par rapport à une problématique, des gens qui sont non experts, qui ne connaissent pas le sujet, peuvent apporter, contribuer à
avec justement cette ouverture un peu décadrante, décalée de regard complètement neuf sur un sujet. Donc voilà, je trouve que c'est un très bel outil justement pour aller vers l'ouverture et vers le fait de co-construire, de co-créer ensemble, qui est complètement en phase avec les nouvelles tendances de l'heure du temps. Alors, la meilleure façon de vraiment ressentir et d'expérimenter la puissance, parce que c'est vraiment la puissance, voire la magie, et si je le dis, c'est que ça fait 10 ans que j'entends régulièrement de la part de participants et de groupes, c'est vraiment d'expérimenter. Néanmoins, à travers des témoignages, à travers 15 minutes de vidéos québécoises, je vais essayer de vous faire sentir le mieux possible, mais il faut vraiment l'expérimenter. Ça, c'est la meilleure façon. Alors, j'avais envie, en fait, moi, j'aime bien, si j'aime le co-développement, c'est que j'aime écrire des pages blanches. Alors, en groupe, en coaching, j'ai déjà grand plaisir à le faire en individuel, et le co-développement, ça me permet donc de coécrire des pages blanches, parce que même avec un groupe qui a déjà démarré, en fonction de la personne qui va apporter son sujet lors d'une séance de co-développement, ça va avoir, le groupe va fonctionner d'une manière très différente. Donc je me suis dit comment je vais faire ça le plus interactif possible. Et alors on a commencé, donc on parle de coopération. Pour moi c'est un mot-clé, la coopération dans le co-développement. Et c'est une manière d'apprendre ou de réapprendre aux participants, quel que soit leur métier, parce qu'on a des groupes de co-développement qui sont pour des managers ou pour des acheteurs ou pour des gens de ressources humaines, ça dépend de l'objectif. Encore une fois, c'est au service d'un objectif. Ça n'est qu'une méthode et une posture particulière, mais qui est au service d'un objectif. Et donc, oui, s'il y a un mot-clé, c'est la coopération. Donc, pour que vous coopériez, que nous coopérions, je vous ai préparé ce que j'ai appelé un QCM autour de... Alors, on va faire simple. Il y a juste à lever la main si vous pensez que c'est vrai ou que c'est faux. Voilà. Alors, si on se trompe, on a un gage alors je compte Dominique et on fait quelque chose. Ah oui. On se met en équilibre sur le livre. D'accord. Bon, je vois qu'il y a de la créativité à mes côtés pour voir. Voilà. Alors, donc on va dire que ceux qui pensent que c'est vrai lèvent le bras. Donc la première, c'est le co-développement professionnel est une approche de formation. Un demi-bras, oui, d'accord. Bon, alors moi je vais faire ça. Ah, waouh! C'est une approche de formation, c'est dans les premières pages du livre de Payette et Champagne. Et en même temps, j'aime bien ce que Pascal a dit tout à l'heure, que c'est le mariage du coaching et de la formation, en tout cas dans la posture de l'animateur du co-développement. Mais pour des participants, quels qu'ils soient, c'est vraiment une approche de formation. Et aujourd'hui, moi, les 3 mots-clés que j'aime bien, c'est apprendre ensemble, autrement. Et on a, avec ces 3 mots, sans doute une grande explication du succès du co-développement aujourd'hui. La controverse est la bienvenue. À nouveau, moi je vous partage où j'en suis aujourd'hui, et puis avec les personnes que j'ai pu former au co-développement, et il se trouve que j'ai la chance d'avoir Marie-Odile. Donc la controverse est la bienvenue. Moi oui. C'est pas la controverse, je sais pas ce que c'est. Ou des avis. C'est plutôt le mot formation renvoie vraiment à des choses très très formatées, carrées. Et là, en prononçant ce mot, j'ai un autre mot qui me vient, que je propose, qui est plutôt pédagogie pour les adultes professionnels, puisque c'est un système qui permet d'apprendre avec les autres et par les autres. Et je trouve, alors c'est un mot, ça s'appelle andragogie, et je trouve que c'est plutôt
ce mot me conviendrait mieux que formation. Mais c'est juste de la sémantique. Oui. Bon, comme ça, j'ai appris un mot. Vous pouvez redire? Oui, le mot c'est andragogie. Pédagogie pour les enfants, andragogie pour les adultes. Oui. Moi, je préfère utiliser je préfère indiquer que c'est une approche pour développer des compétences. Donc, avec la même réticence par rapport à toutes les représentations que je trouve du bout de formation. Donc, c'est formatif, ça développe des compétences, et en même temps, ce n'est pas une formation, on l'entend au sens classique du terme. Oui. Et certainement, ce qui est différent, et en même temps, on aborde aussi petit à petit la posture, c'est qu'on a accepté qu'on n'est pas le sachant. Il n'y a pas de sachant dans le co-développement. On va continuer. Mais déjà, je crois qu'on est en train de faire un tableau impressionniste. Alors, prêt à lever les bras, si c'est vrai, le co-développement professionnel est un outil de coaching d'équipe. Un outil de coaching de groupe, ça veut dire que c'était entre pairs. Dans une équipe, il peut y avoir des différences de hiérarchie. Alors, ça n'est pas un outil de coaching d'équipe. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être utilisé, mais à la toute fin, si on a fait du bon boulot d'accompagnement d'équipe, l'équipe va peut-être, je sais parce que j'ai une personne que j'ai formée sur Nantes qui l'utilise, va peut-être être capable de faire du co-développement, va peut-être être capable, mais je pense qu'en France c'est une petite minorité, de faire du co-développement avec le responsable hiérarchique de l'équipe. Mais on n'est pas dans l'esprit du co-développement qui est groupe de pairs, donc des gens qui partagent suffisamment de problématiques professionnelles pour apprendre ensemble. Et je ne vais pas dire tout parce qu'il y a une question après. Mais, voilà. Oui, c'est ça. Donc, précision, c'est bien. Pour moi, le co-développement, on est entre pairs de même niveau. Oui. On n'est pas dans une même équipe. Non. On n'est jamais dans une même équipe. Non. Et parce que c'est important que les gens, pour se dévoiler, pour parler, oser dire, parler des sujets de leur pratique professionnelle qui les concernent, qui se sentent libres. Et donc, aujourd'hui, avec notre culture hiérarchique, en tout cas dans mon expérience, c'est rarement possible. Ça n'est pas impossible. Et moi, j'aime bien, une fois qu'on a été formé, qu'on a de l'expérience, j'aime bien ce qu'Adrien Payette nous dit souvent. Bon, maintenant, ça y est, il a vraiment décidé d'être à la retraite. Il a 72 ou 73 ans. Mais il nous disait, t'as envie d'essayer? T'y crois vraiment? Vas-y, essaye. Par contre, je pense qu'il faut annoncer à notre client qu'on n'est pas dans les meilleures conditions pour en faire. Est-ce qu'il veut quand même en faire? Voilà. Est-ce que ce serait le rapport qu'il y a eu entre le coaching interne et le coaching externe qui serait un peu une analogie là, sur ce thème de pouvoir faire un groupe de co-développement professionnel avec des pairs ou des gens d'une même entreprise et d'une même équipe? Non. Par contre, aujourd'hui, il commence à y avoir des animateurs internes de co-développement professionnel. Oui. Alors, mesdames et messieurs, ça c'est la question que j'ai osé poser à la SF Coach aujourd'hui. Il faut être coach pour être animateur de groupe de co-développement professionnel. Donc si c'est vrai, vous levez le bras. Bon, unanimité. Oui. Voilà. Comment? Il n'y a pas besoin d'être coach pour être animateur de co-développement professionnel. Je pense qu'au début, même peut-être, c'est pas vraiment utile, voire le contraire. En tout cas, c'est une de mes recommandations quand j'ai commencé à former des personnes et pour moi-même. C'est au début de laisser ma posture de coach à l'entrée du groupe. Et après, il y a des moments où, évidemment, c'est utile. Et j'ai formé quelques personnes qui ne voulaient surtout pas être coach.
et qui sont de très bons animateurs de co-développement professionnel. Voilà. Par contre, sans doute que l'expérience, par exemple, si on fait du co-développement pour être manager, pour des managers, l'expérience de management et d'animation de groupe, oui, ça c'est important. Alors oui, si tu veux bien, j'ai fait une mini séance de co-développement il y a une quinzaine de jours avec des amis coachs. Et ça a été une catastrophe en termes de qualité de questionnement. Et sans doute, le coach a beaucoup à travailler pour ne pas être coach dans une séance de codel. On y reviendra après, c'est volontairement que je ne détaille pas maintenant, pour que ceux qui connaissent pas beaucoup voient un peu plus la tête que ça a, et pour que ça ne reste pas un débat d'experts, mais merci pour ton témoignage, Francis. Alors, les participants ont besoin d'être, à un groupe de co-développement, ont besoin d'être volontaires, c'est sur la base du volontariat, comme le coaching. Bon. Ça, c'est très important. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas inviter de la même façon qu'on invite un futur coaché à la réunion de prise de contact pour qu'il goûte un petit peu, qu'on lui explique comment ça marche, qu'on fasse de la pédagogie. Donc on peut inviter à venir expérimenter une première fois comment ça marche le co-développement, mais après laisser la liberté aux personnes de rester ou pas, parce que ça demande d'oser se dévoiler devant des collègues, ce qui n'est pas trop dans notre culture française. Et les rares fois où j'ai accepté, j'ai un exemple en tête chez un client, que ça ne soit pas sur la base du volontariat, d'abord j'ai demandé que ça ne s'appelle pas du co-développement, j'ai demandé est-ce que ça s'appelle des ateliers collaboratifs. Je pense que là, il y a, dans l'émergence du métier, il y a à être vraiment exigeant sur... on utilise un outil avec, je ne sais pas, X étapes, on fait travailler l'intelligence collective. Maintenant, est-ce que c'est du co-développement professionnel ou pas, parce que comme c'est à la mode, beaucoup, y compris nos clients, vont dire on fait du co-développement dans tel moment de la formation, et quand on creuse, c'est sûrement très intéressant, c'est un peu comme l'entretien annuel en une demi-heure ou en 3/4 d'heure. Sûrement que c'est mieux que pas du tout d'entretien. Maintenant, ne l'appelons pas l'entretien annuel. Alors, il y a 8 étapes dans la méthodologie du co-développement professionnel Payette et Champagne. Alors, est-ce que c'est vrai? Donc, les vrais lèvent le doigt. On devient plus technique, oui. En tout cas, il y a plusieurs étapes. Il y a plusieurs étapes. Je me souviens même plus. Alors, vous diriez combien? 6. 4. Bon. Qui dit mieux? 6. Oui, alors... 6 plus 1. Oui, alors... Oui, alors c'est vrai que... Alors, tel que c'est décrit dans le livre de Payette et Champagne, et ceux qui ont déjà été formés, il y a 6 étapes. Et alors, c'est amusant parce que quand j'ai écrit le QCM, là, j'ai dit 8 comme ça. Et puis en fait, c'est pas comme ça. Parce que, en réalité, tel que moi j'aime bien le pratiquer, et ils les ont pas nommées en tant qu'étapes, mais elles sont là dans la pratique de Payette et Champagne. Il y a une étape 0 qui est la préparation à chaque fois que possible de la séance de co-développement de la personne qui va apporter son sujet, qu'on appelle le client. Là, on commence à être dans du vocabulaire. Et donc, il y a cette étape de préparation, une préparation écrite, qui est certainement... moi, c'est là où je suis vraiment dans la mouvance de Payette et Champagne, parce que je trouve que c'est très enrichissant, apprenant que d'écrire, de poser son sujet. Mais dans notre beau pays de France, on est les rois de l'improvisation. Il y a aussi d'autres manières de pratiquer. J'ai même perdu une fois un client potentiel parce que je lui ai dit on va préparer avant. Et j'ai vu dans sa tête, ça y est, nos managers, ils n'ont pas le temps, ils ne peuvent pas préparer. Voilà. Donc ça, c'est l'étape 1 ou 0. Et puis l'étape 8,
Donc un groupe de co-développement va se rencontrer, en général c'est entre 6 mois et 1 an, à la séance suivante, la personne qui avait travaillé sur son sujet va dire ben voilà ce que j'ai fait. Hein. Parce que pour moi, ce qui est important dans le co-développement, c'est dans apprendre autrement, il y a apprendre à réfléchir individuellement et collectivement. Donc on peut dire que c'est un groupe de réflexion individuelle et collective. Il y a apprendre à dire, à nommer. Mais si vous voulez me donner des boutons, vous me dites que c'est un groupe de réflexion et un groupe de parole. Et d'ailleurs, oui, merci, elle n'est pas là, mais il y avait les tables qui étaient installées quand je suis arrivée. Donc j'ai dit non, on va retirer les tables, parce qu'à chaque fois que c'est possible, ça n'est pas toujours possible, des fois elles sont bien fixées au sol, mais je retire les tables pour montrer le autrement. Merci, voilà. Et ça apprend à agir. Hein. C'est là où on voit le pragmatisme, sans doute des Québécois, le mien aussi, c'est que ça doit mettre les gens dans l'action, certainement la personne qui a apporté son sujet, mais très souvent aussi, alors là on va à un autre mot de vocabulaire, les consultants, donc les pairs qui vont accompagner une personne lors d'une séance de co-développement. De plus en plus, moi j'insiste sur pas seulement qu'est-ce que vous avez appris à la fin de la séance, mais qu'est-ce que vous allez faire ou refaire que vous ne faisiez plus. Hein. Donc c'est en ça où il y a le autrement. Et où il y a 8 étapes de fait. Alors il nous en reste 2 ou 3. Il est nécessaire d'être formé et supervisé pour animer des groupes de co-développement professionnel. Il est nécessaire d'être formé et d'être supervisé pour animer des groupes de co-développement professionnel. Ah, je vais attendre encore un peu, puis peut-être que tout le monde va lever la main. Oui. Hein. C'est simple, hein, parce qu'il y a les étapes, puis on se dit j'ai lu le livre et c'est tout bon. Alors ceux qui se sont formés, pourquoi oui, 1 ou 2 témoignages, pourquoi c'est important d'être formé? Qu'est-ce que ça vous a apporté de vous être formé? Pour ma part, c'était un besoin de bien comprendre le truc et un besoin éthique de me présenter devant un client en me disant voilà, j'ai fait de la formation. Je pense que c'est d'autant plus utile que on voit du codev à toutes les sources. Il y a beaucoup de plaquettes de consultants où les gens mettent que ils pratiquent le codev sans être formés. Et pour moi, c'est pas correct. Oui. Ce que je voudrais dire, en fait, j'ai découvert le co-développement en 2005. Je me suis formée, mais c'était sur une journée avec des cabinets qui m'ont fait découvrir cet outil. Et depuis j'ai entendu effectivement il y a quelques années, c'est vraiment relativement récent, où ça a été formaté, il y a eu une fiche marketing, etc. Ça a été formaté comme un produit, donc un produit à vendre, entre guillemets. Donc là, après, il y a toute l'ingénierie de formation qui s'est mise en place. Mais au départ, moi, ça date de 2005, je me suis formée souvent sur une journée, et à l'époque, on ne trouvait pas forcément... Oui. On est dans une posture, un métier en émergence. Donc aussi, dans ma connaissance, il y a 5 ou 6 cabinets qui forment à l'animation de groupes de co-développement professionnel. Mais ça a commencé à prendre forme. Moi, oui, Marie-Odile, tu fais partie en 2009, oui, si je me souviens bien, en ce qui me concerne. Et ce qui est nouveau, alors vous le trouverez sur le site de la FCODEV, mais je l'ai au moins imprimé, c'est qu'on a travaillé, moi j'ai fait partie pendant 2 ans du bureau de la FCODEV, et on a travaillé à un code de déontologie et un début de référentiel des compétences. Je dis un début parce qu'il y a les compétences principales et à côté de tout le travail de la SF Coach. Et d'ailleurs, j'ai sollicité, j'étais venue voir Annie Côté pour qu'elle me partage l'expérience de la SF Coach sur ce travail de rédaction. Et donc à aujourd'hui, mais là après c'est la question d'une déontologie de notre éthique à chacun.
et de protéger aussi nos clients et cette approche qui est très puissante, à condition qu'on respecte toutes ces subtilités. Et pour moi, c'est à ça que ça sert, y compris de continuer à me former. Je continue à apprendre et à enrichir ma pratique de co-développement, d'animation, en particulier sur comment c'est formateur pour les gens. Donc voilà, à disposition. Et dans le code de déontologie, on a aussi dit que c'était important de continuer à faire partie soi-même d'un groupe de co-développement professionnel, parce que c'est vraiment la meilleure manière, en étant régulièrement soi-même client, et de savoir qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, comment on se sent en sécurité, pas en sécurité, voilà. Donc soit en faisant partie d'un groupe de co-développement et ou en étant soi-même supervisé. Mais c'est en train d'émerger. Il n'y a à ce jour, évidemment, pas encore, je ne sais pas si ça viendra ou pas, mais d'accréditation comme peut la donner l'ASF Coach ou ICF, etc. Ce ne sont que les cabinets qui éventuellement vont accréditer. Alors, et puis pour le plaisir, non, la dernière, j'avais dit, c'est une approche qui a été développée en Allemagne, mais ça c'est raté maintenant. Pour jouer avec, oui, c'est structuré. Et puis la dernière, oui, alors les participants d'un groupe de co-développement peuvent changer, c'est pas toujours les mêmes participants d'une rencontre à l'autre. Je vous ai dit, qu'est-ce que vous en dites? Non. Non, c'est ça. En fait, il y a un engagement sur une période. Vous le disiez, minimum de 6 mois. Oui, oui, oui. Et ça, c'est important parce que la clé, c'est la confiance, c'est comment on construit, et ça, c'est un des éléments très importants bon, on sait déjà faire ça pas mal, sans doute, en tant que coach. En ce qui me concerne, je ne fais pas beaucoup d'accompagnement d'équipe, donc c'est vrai que le co-développement a été très apprenant autour de poser le cadre. Et la confidentialité est vraiment quelque chose de très très important. Et moi, ce que je trouve magnifique, puis après on va aller écouter les Québécois si la technique est avec nous, c'est que ça remet de la confiance, de la collaboration, de l'esprit d'équipe, de la transversalité. C'est aussi un outil de transformation et d'accompagnement du changement. Mais comme souvent, moi je préfère faire les choses plutôt que d'annoncer, voilà. Mais c'est vrai que c'est une superbe approche et qui donne beaucoup de plaisir. Et alors c'est vrai que ces étapes-là sont très importantes. Pour moi, ça a été du registre de la révolution intellectuelle. Je suis quelqu'un qui est assez rebelle. Bon, c'est sans doute comme ça que j'ai créé mon cabinet. Les étapes, les outils. Je me souviens de grands souvenirs au moment de mon accréditation en tant que membre associé. Oh là là, mon cadre de référence, mon fil rouge, tout ça, c'est... Voilà. Bon, j'ai fait un petit peu de progrès, peut-être grâce au co-développement. Et en fait, j'ai découvert vraiment que les 6 étapes qu'on vit dans une séance, parce que lors d'une séance, on vit les 6 étapes, ça dure en moyenne, quand les gens ont préparé en moyenne 1h30, et comme les moyennes, ça ne veut rien dire, mais en dessous d'1 heure, je pense que on n'a pas bien le temps d'approfondir. J'ai découvert combien un cadre posé, alors c'est ça qui est à apprendre en tant qu'animateur, le doux mélange de respecter les 6 étapes et puis faire que les gens trouvent ça pas trop, parce que ma toute première séance, je me souviens, ma toute première réunion de découverte, il y avait quelqu'un qui était très 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 excitée à l'idée de découvrir le co-développement, puis à la fin de la séance, elle m'a dit « Ah oui, c'est bien Sylvie, mais je pense que ça ne va pas être pour moi, je vais vous envoyer ma collaboratrice. » Je pense que j'ai tellement voulu faire respecter, vous aurez peut-être reconnu en moi mon côté bon élève, que en fait, voilà. Et dans une culture où le côté quand même rebelle au cadre, aux règles, pour moi c'est aussi une des dérives potentielles. On veut être créatif, alors oui, les 6 étapes, on va rajouter un petit truc. Par contre, quand quelque chose marche bien, je ne vais pas réinventer la roue. Alors là, j'ai besoin de tous les techniciens, les pensées positives, pour vous montrer. Donc c'est une séance de co-développement qui a été enregistrée il y a 2 ans lors du colloque du co-développement à Montréal. Et c'est en 15 minutes. En plus,
tu vas entendre le québécois. Hein. Voilà, alors on va voir ce que ça donne. Plutôt que de vous raconter les 6 étapes, j'avais envie de vous le faire comme ça. Oui. Oui, ça chauffe. Et alors après, oui, parce que j'ai plus la main sur mon écran. Ah, t'as pas la main sur l'écran? Non, elle m'a fait quelque chose tout à l'heure. Attends. Ah, j'ai la main là, c'est bon. Vas-y, passe-la. C'est le mien. Non, tu l'as apporté. Si, je pense que c'est commencé. Si, c'est copain. Ah, on n'est pas connecté à Internet, d'accord. Bon, bah alors là, je pense qu'on est mal. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui saurait? Parce qu'il y a... Je n'ai plus... Oui, mais j'ai plus la main sur mon écran tout à l'heure. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'y connaît en Mac? Et parce qu'il y a... Oui, et parce que... Vous avez la main, puisque vous avez votre souris. Non, non. Bah, si elle est là, elle est là-haut. Elle est là-haut? Voilà. Oui, voilà. On redescend. Elle redescend. Oui, ah oui, il faut que je regarde là-haut. Je vais rapprocher la table. Non, là c'est bon, voilà. Et alors... Vous voulez pas que je vous rapproche la table? Ça va être plus facile de travailler sur l'écran, de travailler sur le plafond. Oui, d'accord, ok. Je suis désolée. J'y ai passé 3 quarts d'heure tout à l'heure, mais... Ça marchait tout à l'heure? Oui. Parce qu'il faut J'ai perdu. remettre votre mot de passe. Il faut retourner dans... Bon, bah, je pense que... Non, mais c'est Internet. Il faut remettre Internet. Oui, oui. Je pense qu'il faut... Voilà, il n'y a pas Internet. Il faut aller là. Oui, mais sauf que, vous voyez, là, je... Ah oui, on la voit pas là. Alors, attendez. Ah oui, c'est bizarre. Alors, bon. Je vois pas là-haut. Ah oui, c'est bizarre ça. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas la souris Est-ce que vous pourriez récupérer la jeune fille qui est avec un peu des cheveux violets, qu'elle vienne... Où est-ce qu'elle est actuellement? Elle est en train de Bon. filmer où? Bon, on va faire sans... Sinon, je peux aller chercher... Vous pouvez faire, c'est peut-être recliquer Safari. Peut-être recliquer Safari et voir ce Oui, mais il faut l'attraper parce qu'elle a pas Oui, sa souris. non, mais là... Ah, là, voilà, la souris. Voilà, faut aller là. Voilà, ça y est, c'est revenu. Ça y est, C'est revenu, je pense. ok. Tout est... Par contre, j'ai plus en bas. Non, mais... Ça m'est jamais arrivé, ça. Oui, non, c'est un petit peu embêtant. Ah oui, mais c'est en train de charger peut-être. YouTube, là. Ah oui. Et on a eu une rupture d'Internet. Je vais ouvrir la porte. Internet ne passe pas. Alors, où est-ce qu'elle est, ma souris? Ça sert à quelque chose. Bon. Sinon, éventuellement, relancer à partir de la barre du haut YouTube comme... le relancer. Est-ce que je fais redémarrer, non? Non, mais peut-être en accès... Oui, mais je vois pas. Fail to open page. Je crois que c'est raté. Tant pis, on va faire 100 parce que... Je vais quand même regarder là. Ça donne là. Orange. Ah non, c'est pas au bon réseau. Pas le bon réseau, oui, mais on n'a pas... Voilà. Ce que vous pouvez faire, c'est vous vous débranchez et vous C'est allez celui-là, vous voilà. connecter. Ok. Donc celui-là, il a l'air bon. Oui, sauf qu'après, en bas, j'ai plus la barre pour Oui, Safari. je comprends bien. Voilà, mais ça recharge. Ah, Bon, ça y est. C'est bon, ça va bien. Les dieux sont... Voilà. Je vais les relancer. Oui. Voilà, on va y arriver. Ça y est. S'il vous plaît, c'est bon. Mais on n'entend plus bien aussi. On n'entend pas aussi. Bon. Mais on n'entend pas. On n'entend pas. On n'a pas le son. Bon. S'il vous plaît, je suis vraiment désolée, je suis arrivée 3 quarts d'heure avant, mais la technique n'a pas été... Tout est bien. Par contre, il faut être silencieux parce que... Et le son, tu peux pas faire plus, je vois. Non. Tout cet aspect-là, on est là pour pas de notre compétence collective déjà, mais c'est ce qu'on va être capable de faire. Je cherche un haut-parleur. Parce que là, on est au maximum. Bon.
maximum. Est-ce que vous entendez un peu ou pas du tout? Non. Bon. On va chercher un haut-parleur. Mais... La première étape, c'est l'exposer. La personne qui est client expose ou sa problématique, ou ses préoccupations, ou son projet. Dans une deuxième étape, les consultants... Non, vous n'entendez pas? On va tester tout à l'heure. Il faut couler la table un petit peu. Non, c'est bon. Bon. Ensuite, c'est l'étape nodale, c'est la consultation. Voilà, comme ça. C'est la synthèse. En vue d'un mini plan d'action que la cliente se donne. Dans l'étape de la conclusion, on essaie de nommer les apprentissages. Je vous donnerai les coordonnées pour la revoir sur le site de l'association québécoise. Mais bon, si on n'a pas le haut-parleur... Le titre, c'est pas par moi, restez, je vous en prie. Le contexte, c'est au mois de mars 2012, 3 personnes et moi avons formé un réseau d'échanges réciproques de savoir. Vous entendez quelque chose ou pas? Un petit peu, oui. Ça a du sens de continuer ou pas? Non, hein, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Oui. Il y a les autres membres du comité. Alors, je travaille à la relève. Oui. Et je suis présentement... alors, bon. Ok, ça va. Est-ce qu'on va en trouver d'autres pour les remplacer si elle décide de... Alors, une chose est sûre, c'est qu'à faire du co-développement, on perd la main sur la technique. Je ne travaille plus du tout avec les PowerPoint et ce genre de choses. Et ça me tire. Alors, mes attentes sont... à un moment donné, j'ai eu peur. En fait, pourquoi j'ai beaucoup insisté pour pouvoir avoir la vidéo, c'est que pour que vous donniez un petit peu à goûter de comment ça marche. Et plutôt que de décrire, je trouve que cette vidéo, elle illustre bien d'abord les 6 étapes et puis ensuite comment ça se passe. Oui. Oui. Parce que est-ce qu'éventuellement tu peux nous dire l'historique, comment ça leur est venu aux paillettes Champagne de créer un dispositif comme ça? Oui, alors comment ça leur est venu, c'est que en fait Adrien Payette, donc on est dans les années, au début des années 90, et Adrien Payette était professeur à HEC Montréal et aussi à l'École nationale d'administration publique. Et donc un jour, il travaillait avec la méthode des cas, il travaillait, je pense que c'était des étudiants du MBA, et il avait oublié ses cas. Et ses étudiants qui étaient par ailleurs en entreprise lui ont dit t'en fais pas Adrien, nous des cas, des situations de gestionnaire, donc de management, on en a plein, on n'a qu'à travailler avec nos cas. Et il avait aussi déjà l'idée, il y a un livre qui s'appelle, bon, je pense qu'il est épuisé maintenant, Efficacité dans la gestion, et il avait déjà l'amorce, il devait avoir 4 ou 5 étapes en fait. Et donc comme il travaillait aussi il a formé aussi beaucoup de gens, directeurs ou des cadres du monde hospitalier ou du public, avec l'ENAP. Donc au Québec, le co-développement existe et s'est développé depuis plus de 20 ans maintenant, mais surtout dans le monde, dans le public et dans le monde hospitalier. Par exemple, je sais que j'avais rencontré une fois une personne où en fait à la direction des impôts du Québec, presque tous les gestionnaires participaient à un groupe de co-développement. C'est une des manières donc de former et on en discute lors de l'entretien annuel. Et en fait, après, ce qui s'est passé, c'est que
Entre autres, Dominique Dionnet et Anne Hoffner connaissaient Adrien Payette. Moi, il y a quelqu'un qui est dans un autre atelier qui s'appelle Catherine Ollier, dont je partage les bureaux, et on faisait partie du même groupe de consultants. On se voyait une fois tous les mois. Et Catherine et une autre personne avec lesquelles on a appris ensemble et on a contribué à développer, à promouvoir le développement, qui est Michel Ventura. Donc on faisait partie tous du même groupe. Et Catherine et Michel sont allés au Québec. Et une amie de Catherine qui s'appelle Yvonne Poulain, qui a été formée par Adrien Payette, leur a partagé, leur a fait vivre le co-développement. Ils sont revenus en France, puis ils nous ont dit on a découvert un truc super. Voilà, et le premier petit déjeuner qu'on a fait pour le co-développement, c'était en 2016. Non, 2015, j'ai retrouvé ma première rencontre avec Yvonne Poulain à Montréal, et je suis revenue en disant faut y aller, faut y aller. Voilà. Puis en parallèle, et il y a peut-être des gens qui en font, et puis on ne sait pas en fait. Ou eux, peut-être, c'est ça qui se passe. Comment? Non, j'ai dit une bêtise, j'ai dit même peut-être qu'eux ne le savent pas. Qui savent? Ah oui, oui, d'accord, d'accord. Alors oui, il y a une différence aussi entre la France et le Québec, c'est que les Québécois et Adrien Payette et Claude Champagne ont toujours été clairs sur le fait que ce n'était pas une marque déposée, qu'ils ne voulaient pas accréditer. Ils ne sont pas aussi diplôme que nous. Et donc on est dans une autre culture, et en ce moment en France, c'est ça qui se joue. Et en ce qui me concerne, moi, c'est une grande question. Bien sûr que j'ai envie de continuer à accompagner la professionnalisation de cette approche. Après, j'ai pas forcément, c'est pas juste pour moi, par exemple, de faire de l'argent. Mais en même temps, ça me prend du temps. Donc, quand on est à un moment sans doute crucial autour de... et pour l'instant, c'est la volonté individuelle de chacun d'entre nous d'être des professionnels et de savoir ce dont on a besoin. Oui. Oui, justement, j'ai une question par rapport à ça et à ce que vous par rapport au... Moi, j'ai participé à des groupes d'échange de pratiques. Est-ce qu'on peut dire que c'est proche ou pas? Enfin, justement, c'était une des questions. D'accord, oui, et peut-être qu'on peut... Oui. Et en fait, voilà, je ne sais pas si c'est proche ou si c'est la même chose. Oui, oui. Et en fait, alors oui, parce que peut-être qu'il y a besoin du plan B. Est-ce qu'il y a besoin, avant de répondre à votre question, il nous reste 1 heure, ça va? Est-ce qu'il y a besoin que, du coup, puisque je ne sais pas si on va voir la vidéo, que je vous partage comment ça marche? Oui, du coup je vais le faire. Quitte à les écouter. Oui, quitte à les écouter. Après, je vous donnerai les références. Donc, je vais le faire avec mon accent de je ne sais pas où, d'ailleurs, sans doute un doux mélange. Comme j'ai vécu en Suisse, attention aux accents. Donc comment ça marche? Alors, oui. Je développement. Non, je répondrai après. Je vais répondre après, pas pour. Comme je le branche ici, c'est pour mettre mes écouteurs. Donc je me demandais si c'était le bon truc, mais il y en a que quand je fais découvrir le développement, quand on explique comment ça marche, en général, ça répond à beaucoup de questions. Donc, c'est un groupe de co-développement professionnel. J'insiste bien à nouveau sur le fait du groupe. Donc, c'est un groupe de pairs, donc des personnes qui partagent suffisamment d'enjeux, de problématiques professionnelles pour apprendre les uns des autres et qui ont envie d'apprendre les uns des autres. Donc, c'est sur la base, à nouveau, du volontariat. C'est un groupe de 8 personnes maximum. Voilà, donc ça c'est déjà un élément important. Y compris l'animateur? Non, plus l'animateur. Et donc ce seront les mêmes personnes et le même animateur tout au long du groupe. Et le minimum, oui, voilà. La plupart du temps, mais je parle sous le contrôle de ceux qui ont aussi de l'expérience, ce qui marche bien, ce sont des demi-journées. Et quand je dis demi-journée, c'est bien d'avoir 3h30 ou 4h. 3 heures, c'est trop court. Et lors d'une demi-journée, telle qu'on le pratique, on va la plupart du temps faire 2 séances de co-développement. Je dis la plupart du temps parce que j'observe que les gens que j'ai, ils sont tellement sous pression
qu'il y en a un groupe qui m'a dit finalement, Sylvie, si on faisait juste une séance et qu'on prenait le temps et qu'après on faisait un autre exercice ou un autre thème, parce que sinon ça nous fait courir. Et donc, ce qui est important, donc c'est une demi-journée, tous les 3 à 4 semaines, un peu comme le coaching. Et le minimum de rencontres doit assurer le fait que tous les membres du groupe vont être clients, donc vont apporter une fois leur sujet de pratique donc managériale ou d'acheteur ou de RH. Parce qu'on n'est pas observateur, on participe forcément. Et c'est aussi donner, recevoir. Et en général, les gens qui ont apporté leur sujet, ils sont contents de rendre, parce qu'ils ont beaucoup reçu. Donc ça, c'est important de calculer qu'il y aura le nombre suffisant de rencontres. Oui. Il y a un minimum dans le groupe, on dit 8 maximum, mais à partir de combien ça peut marcher Moi, je dirais 4. Avec, si on est moins nombreux, il va y avoir plus d'intimité, peut-être des sujets différents qui vont être amenés, moins de diversité, de champs des possibles éventuellement. Ça dépend de l'objectif. Ça dépend de l'objectif et par exemple, je sais qu'il y a eu 4 c'était des gens dans un parcours de dirigeants, ils avaient déjà beaucoup de choses en sous-groupe et c'était les mêmes sous-groupes. Donc on avait déjà un capital de confiance qui était important. Voilà, et puis j'essaye à chaque fois que possible, moi, de vendre que toutes les personnes vont pouvoir être 2 fois clients. Donc en général, mon format, c'est 8 demi-journées, grosso modo, c'est sur une année. Alors, comme les animateurs, les participants, quand ils ont goûté, ils sont devenus accros et ils veulent aller jusqu'au bout. La seule difficulté, et non des moindres, c'est l'engagement autour des calendriers. De coach, et aujourd'hui, nous sommes reçus par Fabien Rodin. Fabien Rodin. Persévérance. C'est la batterie qui était complètement morte. Ah oui, d'accord. Bon, le temps de recharger. D'accord. Ok. Voilà. En entreprise. Bonjour Fabien. Ok. Il faudra peut-être que tu montes ton son à toi, oui. pour que ça soit plus fort, parce que là j'ai mis pour Maxi. Hein. D'accord, ok. C'est bon, ça te va? Oui. Et pour l'arrêter maintenant, parce que là je vais continuer, là. D'accord, il suffit que tu cliques sur ton... Ah oui, mais tu n'as plus l'écran. C'est plus la bonne vidéo, je crois. Bon, je vais l'éteindre. Ouais, c'est passé une autre vidéo. Oui, donc, du coup, voilà. Bon, voilà. Oui. Bon, merci beaucoup, merci. Je t'en prie, j'espère que ça va marcher tout à l'heure. Ce qu'il faut, c'est qu'elle monte son son sur l'appareil. Donc, si possible, oui, que chacun puisse être 2 fois client, parce que je ne sais pas s'il y a des témoignages autour de la table, mais la puissance quand ils se sont dévoilés chacun, parce que par exemple, sujet de management, c'est... alors quand au début c'est, je sais pas, je viens de prendre mon poste et comment animer, je me sens pas à l'aise dans ma première réunion d'équipe, je me sens pas forcément légitime. Par exemple, la veille c'était des collègues et aujourd'hui je suis leur manager. En général, quand on sent que la confiance vient, c'est comment améliorer la relation avec mon responsable hiérarchique. Là, des fois, ça n'arrive jamais dans certains groupes, mais quand ça arrive, on sait qu'il y a de la confiance. Hein. D'où l'importance de ne pas avoir deux personnes qui dépendent d'un même responsable hiérarchique. Donc, dans l'accompagnement de l'animateur, tout le travail en amont, et ça c'est une compétence en tant que telle, de savoir dire non sur la composition du groupe, de savoir dire non, ça ne va pas répondre à coaching d'équipe, et de regarder bien la composition du groupe. Après, donc, ce qui est la première étape, ou l'étape 0, c'est que, en tout cas en démarrage de groupe, quand chacun n'a pas été client, c'est d'inviter la personne ou les 2 personnes qui vont être clientes à préparer leur sujet. Pour ça, alors, dans le livre d'Adrien Paillet et Claude Champagne, il y a un guide de préparation que petit à petit, au fil de mes 10 années, j'ai fait un petit peu évoluer. Et j'insiste beaucoup pour cette préparation qui est
importante, je pense, dans un monde où les gens courent tout le temps, donc réapprendre ou apprendre aux gens à se poser, à écrire. Je te regarde, Émilie. À écrire c'est quoi leur sujet, comment ça les impacte, quel est éventuellement leur ressenti, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont arrêté de faire. Et je propose toujours un échange téléphonique, et là c'est une première occasion de ne pas me mettre en tant que coach. Je suis juste dans, là par exemple, quand je lis votre préparation, je vois 3 questions, et lors de la séance de co-développement, il y en aura une seule. C'est éventuellement ok si vous ne choisissez pas avant la séance, mais il y a un moment où il faudra choisir. Vous parlez, je vois que vous dévoilez beaucoup dans ce que vous avez écrit. Vous allez devoir partager ça à vos collègues. Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez partager tout ça? Dans certains cas, quand je sens que c'est en démarrage de groupe, je me souviens d'une personne qui voulait parler tout de suite, elle avait fait, je ne sais plus où c'était, dans un réseau de femmes, une tentative de suicide. Bon là, je lui ai carrément dit, on va pas parler. Je vous conseille vraiment de ne pas parler de ça. Donc, le rôle d'animateur, il est très important en termes de sécurité, de confort, puisque pour que ça marche, il faut que les gens se dévoilent. Maintenant, ce n'est pas tout dévoilé, parce que c'est des collègues. Bonjour Annie, de plus près. Ah, bon, d'accord. Mais j'ai plus de succès avec le nom qu'avec la technique, donc on ne peut pas gagner sur tous les tableaux. Merci. Et puis je demande aussi à la personne, vous n'avez jamais été client d'une séance de co-développement, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Est-ce que vous allez attendre quelque chose de spécial de ma part? Des fois, il y a éventuellement, même si quand on fait bien les choses, on a donné à tous les participants la liste des gens qui vont participer à leur groupe de co-développement, pour que s'il y a des antagonismes, qu'on ne les découvre pas en cours de route. Des fois, il y a des anciennes choses, alors ils me le disent, je le sais, voilà. Et ça dure 10 minutes, un quart d'heure. Quand j'entends des animateurs qui passent 3 quarts d'heure ou 1 heure, en préparation, je sais qu'ils sont mis en mode coaching. C'est ni bien ni mal, moi j'ai envie de dire. Par contre, ça risque déjà de faire travailler le client et de faire que la séance va peut-être être différente. Je n'ai pas envie de dire moins puissante, mais différente. Et que l'intelligence collective ne va pas être de la même façon, parce que le client ne va pas arriver de la même façon que, alors si on est dans la controverse, ceux qui n'aiment pas faire préparer en amont le client, parce qu'il y en a une majorité, à ma connaissance en France, disent oui, mais le client il a déjà réfléchi, il n'est pas, il n'arrive pas brut de fonderie. Donc après, c'est à chacun d'entre nous de choisir ce qui est préférable. Ce qui est sûr, c'est que pour des clients plutôt introvertis, la préparation, elle leur permet d'être clients. Je pense que pour certains, ça serait très très difficile d'être client. Oui. Justement, introverti, pas trop se livrer. Oui. Vous parliez tout à l'heure du risque de trop se livrer. Oui. Quelle est votre expérience là-dessus, sur le fait si vous ne cadrez pas avant et qu'effectivement il y en a qui se livrent trop? Après, ça ne m'est jamais arrivé. Ce dont je suis sûre, moi je fais confiance à la personne comme en coaching, et là je vais faire sur ce qu'elle a envie de livrer et pas livrer, et peut-être qu'elle avait envie de livrer des choses quand elle a préparé, et quand elle se retrouve dans le groupe, avec l'humeur du groupe ce jour-là, elle est la sienne, elle ne va pas avoir envie. À d'autres fois, elle ne va pas avoir envie avant, mais quand elle retrouve la solidarité, il y a déjà eu plusieurs séances de co-développement, tout ce qui se passe, elle va dire si c'est une occasion unique, parce que ce que j'ai entendu il n'y a pas longtemps, c'est vous imaginez, alors un groupe de 8, 7 personnes, 7 intelligences, 7 cœurs, 7 expériences, 14 oreilles, 7 cerveaux, 7 corps, qui vous écoutent, et vous allez voir sans interrompre, qui sont prêts à vous aider, à trouver votre propre solution pendant 1h30, c'est nulle part ailleurs.
C'est ça le co-développement. C'est ça qu'on offre. Ça n'existe nulle part ailleurs, en collectif. Et on va voir comment on arrive à ça. Donc moi, une fois que j'ai posé le cadre, après, je me fais confiance, je fais confiance au groupe. Et j'ai jamais eu de séance de co-développement qui soit pas bien passée, qui n'a pas été utile, qui n'a pas été dans l'insécurité. Mais ça demande, comme en coaching n'est pas pareil, c'est plus fatigant parce que on a à faire attention non seulement à la personne cliente, mais aux 7 autres personnes. Il y a besoin que tout le monde, les 8, se sentent bien et confortables. Hein. Et c'est là où ce qu'on peut avoir travaillé comme ressenti, attention, en tant que coach, va être utile. Mais on ne va pas l'exploiter de la même façon. Oui, Philippe ? Oui, moi ce que j'ai observé, c'est qu'au fil du temps, il y a une progression parallèle du groupe et de sa capacité à contenir avec le niveau d'engagement dans les sujets. C'est quelque chose qui se fait progressivement dans le temps, avec parfois des pics à un moment donné. Et c'est le rôle de l'animateur d'être à un moment donné vigilant à ça, de pouvoir avec le groupe décider si on reste dans un certain domaine ou si on va plus loin, donc ça s'ajuste. Mais moi non plus, je partage ce que tu dis, jamais j'ai vu de difficulté de cette heure. Il y a vraiment quelque chose d'un ajustement qui se fait entre le client et puis Et une des questions très très fréquentes en préparation là, au téléphone ou par écrit, c'est est-ce que mon sujet va intéresser, la question c'est plus ça, est-ce que mon sujet va intéresser les autres, hein, d'où l'importance d'avoir cadré, et ça c'est une chose commune dans ma pratique avec le coaching, l'objectif avec le commanditaire d'un groupe de co-développement, l'objectif pour lequel on va faire du co-développement, on ne va pas regarder le type de sujet, mais est-ce qu'on est sur la posture managériale. Là j'ai démarré un groupe de co-développement pour des responsables grands comptes. Et par exemple, la dernière fois, il y a quelqu'un qui voulait, c'est quelqu'un qui avait du problème avec dire non, le management de la relation avec ses interlocuteurs internes et ses interlocuteurs clients, plus des grands comptes internationaux. Est-ce que c'est un sujet ou pas, hein, être bien avec soi-même pour gérer bien la relation client. Moi, j'ai décidé que c'était... J'ai dit oui. Hein. Donc, de temps en temps, ça rassure aussi la personne cliente. On va aller sur les... Oui. Bon, juste une question, parce que là, tu parlais du client et qu'en fonction du client, tu fais les choix, d'accord. Est-ce que ça existe aussi de créer ex nihilo des groupes de co-développement autour de thèmes et que des gens s'y rallient? Comme on le ferait par exemple pour des ateliers d'écriture, on dirait on fait un atelier d'un an sur les nouvelles ou sur, je sais pas quoi, le récit autobiographique et autres, et libre à des gens qui en entendent parler de se greffer au groupe. Ou là, dans le dispositif du CODEV, c'est nécessairement un client qui met en place dans sa structure un groupe de co-développement. Oui, c'est ça. Alors, de mon expérience, c'est ça à ce jour. Et l'objectif reste par contre très global. Et on ne fixe pas, en tout cas moi, ce jour, j'ai fait des essais d'indicateurs, comme on peut avoir des indicateurs qu'on essaie le plus concret possible sur l'atteinte de l'objectif. Parce que, et ça, c'est ça qui n'est pas facile, c'est pas facile à vendre du co-développement, hein, je vais faire dire ça, parce que, vu la confidentialité, on ne va pas donner les sujets qui ont été travaillés. Donc on est sur un objectif global, si je vous en donne un d'un groupe actuellement, c'est qu'ils soient plus professionnels dans leur posture managériale dans un contexte de beaucoup de changements, où il y a beaucoup de sollicitations, et qu'ils commencent à créer une communauté de managers où ils vont partager ensemble, où on va partager sur le management, où on partage sur la relation client. Mais il faut négocier avec le commanditaire, qui ne va pas forcément savoir les sujets ou très global. Il va avoir, je vais partager aussi des exemples des apprentissages. Si on voulait avoir des indicateurs plus concrets, ça ne laisserait plus la liberté au groupe et aux clients de choisir ces sujets. Et là, c'est aussi une différence entre le Québec et la France, c'est que les Québécois
Ils font confiance. On est dans un système beaucoup moins hiérarchique qu'en France, donc ils font confiance sur le fait que, et plus individualiste, que si le client, une personne va apprendre et va grandir, avec la méthode, c'est pour ça que je voudrais bien parler des 6 étapes parce que c'est éclairant, tout le monde va apprendre. Mais ça demande une sacrée confiance, a priori, et on ne va pas fixer plus qu'un objectif de management. Et donc, ce qui est difficile en France, c'est cette boîte noire. Hein, c'est un client qui... je paye et je ne sais pas ce qu'il y a dans cette boîte noire. Et les gens me disent qu'ils sont très très contents et que c'est plus important d'aller à leur atelier de co-développement qu'à la réunion budget ou à la réunion des prévisions de vente. Alors, c'est comme tous les dispositifs nouveaux, il y a à vendre la chose à la hiérarchie, mais la hiérarchie souvent ne veut pas venir découvrir le co-développement. Donc voilà. Hein. Mais, donc c'est à la fois puissant, mais c'est toute une démarche. Pour moi, ce qu'il y a aussi pareil, c'est que ça demande un capital de confiance entre le commanditaire dans l'entreprise et le coach ou l'animateur de co-développement très important. Parce que là, c'est 8 personnes qu'on confie à quelqu'un d'extérieur. Voilà. Donc, je voudrais aller sur les 6 étapes, parce que vous allez voir, pour ceux qui ne les connaissent pas encore, ça peut expliquer de la magie. Donc, on a préparé, on arrive. Mais oui. Je suis désolé de vous interrompre maintenant, mais là, vous venez de dire en gros que c'était les gens, dans le cas précis, de la même entreprise. Oui. Donc, vous avez un commanditaire, oui. acheteur ou DRH, oui. peu importe, et 8 personnes qui travaillent dans oui. la même entreprise. Oui. Donc là, c'est vachement difficile de doser, savoir quelle interaction ils ont, qui peuvent se télescoper sur les logiques de confidentialité. Ça se prépare aussi. Et on a de l'accompagnement et du conseil à donner ou au patron ou au RH. Oui, parce qu'à 98%, c'est de l'intra-entreprise. Mais bien d'accord que ça serait bien plus facile en interne. Et ça existe aussi. Et ça existe aussi. Oui, oui. Hein, voilà. Et donc la première étape, c'est l'étape où le client va présenter quel est son sujet donc de pratique managériale et donc va présenter il y a souvent besoin de parler de son contexte parce que peut-être qu'ils ne se connaissent pas entre collègues. Hein, sa situation, je continue, je viens de prendre un nouveau poste et puis mon sujet... c'est comment avoir confiance en moi, me sentir légitime vis-à-vis de mes ex-collègues, admettons. L'objectif, c'est qu'ils forment une question. Pardon ? L'objectif, c'est qu'ils forment une question après. Oui. Et à préciser aussi, vous m'avez entendu parler de sujet, donc c'est un des vocabulaires du co-développement. Un sujet, c'est pas forcément un problème. Le co-développement, c'est pas une méthode de résolution de problème, même si ça le fait. Donc c'est un sujet, c'est ou une difficulté de fait, un problème, ou un questionnement, quelque chose qui trotte dans ma tête, parce que j'en parle à personne, ça reste dans ma tête et je n'avance pas. Les Québécois disent problématique, mais il me semble qu'en français de France, c'est plus juste de dire questionnement. Et puis, ça peut être aussi un projet. Par exemple, j'ai envie de promouvoir quelqu'un dans mon équipe. Voilà. Donc, c'est les 3 P. Et pendant cette étape 1 de présentation, le groupe va écouter sans interrompre. Alors, ça commence, il y a une seule étape qui est interactive, il n'y a pas de débat. Donc, on est vraiment à contre-courant des réunions où on aime bien débattre, on aime bien la controverse, construire ensemble. On construit ensemble à nouveau autrement, parce qu'on est bien d'accord qu'on construit ensemble. Et donc, c'est la première étape de présentation. Donc, on apprend à écouter. On apprend et à plusieurs reprises. La deuxième étape, c'est l'étape de clarification où l'unique objectif, c'est de comprendre
à la fois le sujet et pourquoi c'est un sujet pour la personne cliente. Parce qu'il y a des fois, c'est des non-sujets tels que je suis fabriquée. Donc pour moi, le co-développement pourrait être aussi une approche pour faire de la formation interculturelle, parce que ça apprend à comprendre le monde de l'autre. Donc étape 2, c'est l'unique étape interactive. Les consultants, donc les pairs, vont poser des questions, mais pas des questions pour aller chercher la vraie demande, etc. Des questions juste pour comprendre. Qu'est-ce que et des questions sur du concret, des faits concrets, des questions d'information. Surtout, par exemple, si la personne client s'est exprimée en disant « j'ai l'impression, j'ai le sentiment, personne ne m'accepte dans l'équipe ». Donc, concrètement, tu peux me donner un ou deux exemples de personnes qui ne t'acceptent pas dans l'équipe, et on va faire en sorte, en tant qu'animateur, que tous les consultants posent des questions. Donc, on va voir le cadre et aller chercher, bien sûr, aussi ceux qui vont moins poser de questions, mais qui vont pouvoir poser des questions aussi intéressantes. Et le client répond. L'animateur, lui, n'en pose pas de questions. Alors, au début, ça peut paraître qu'on ne fait rien du tout, qu'on est payé juste juste pour faciliter les 6 étapes. Oui, mais c'est ça, Émilie. Au début, ça peut faire drôle, surtout quand on est coach, quand on est formateur. On est le sachant sur la méthode. On a à apprendre et à donner envie aux gens de travailler avec les 6 étapes. Et au début, c'est vrai que ma recommandation, pour moi-même, c'est ce que j'ai fait, parce que déjà les 6 étapes, faire attention à tout le groupe, en ce qui me concerne, c'était déjà beaucoup de boulot. Et qu'après, quand on sait un peu mieux, moi aujourd'hui, je n'interviens pas. Par contre, je donne du feedback au groupe en disant, par exemple, j'ai pas entendu beaucoup de questions d'informations autour de la quantification du nombre de collaborateurs qu'il y a. Oui, par exemple, une question qui est rarement posée, qui est drôlement informative. Depuis combien de temps, là, j'ai pris un exemple de prise de poste, mais depuis combien de temps tu es dans ce poste? Des fois, il y a la personne qui s'exprime comme si elle venait de démarrer, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en elle. Et c'est arrivé l'autre jour, puis quelqu'un qui avait l'air très jeune, en fait, il avait 38 ans, mais on lui en aurait donné 28. Il était depuis 10 ans dans le poste. La manière dont on s'exprimait, on pensait que ça faisait 1 an ou 6 mois. Donc, moi aujourd'hui, je vais donner du feedback et inviter à aller éclairer telle zone qui n'a pas été éclairée pour que ça soit apprenant. Et là, on est vraiment dans développer la compétence de questionner, développer la compétence d'écouter, et aussi, ce qui est pour moi la magie quand je participe moi-même à un groupe de co-développement, c'est d'écouter comment les autres consultants font. Parce que chacun prend souvent un chemin différent. Je sais que dans un groupe auquel j'ai participé, j'étais sûre, il y avait une Gisèle qui posait toujours des questions factuelles concrètes. Il lui fallait ces informations. On est à l'étape 2. Et puis une fois que c'est clair, alors cette étape 2, elle est soi-disant pour clarifier les consultants. Elle sert bien sûr aussi à clarifier le client. Il y a des fois des zones où il n'a jamais été, et ça peut arriver quelquefois, ça ne m'est pas arrivé très souvent, mais que le client à la fin de l'étape 2 dise « ça y est, c'est clair pour moi, j'ai plus besoin de continuer ». Ça n'arrive pas très très souvent, mais on a fait du bon boulot. Et on arrive à l'étape 3, qui est une étape importante et qui peut être délicate un peu pour tout le monde. C'est l'étape qu'on appelle en co-développement du contrat, à savoir que le client va confirmer la question qu'il avait posée, s'il n'en avait qu'une, à la fin de l'étape 1, et ou changer sa question. Et moi j'insiste toujours pour que ça soit une question, et avec le mot « je ». Donc du coup, on va faire que ça ne va pas être seulement l'échange de pratiques,
ça va être vraiment tel que le client est formaté, on ne va pas lui donner la même chose. Et par exemple, si je continue avec mon exemple de la prise de poste, je sais pas, oui, c'est comment je sais plus ce que c'était, comment je me sens légitime pour débuter ma réunion. Et dans le contrat, il y a non seulement la question, il y a aussi quelles sont les attentes de la personne cliente. C'est-à-dire, est-ce que je veux plus du partage d'expérience? Est-ce que je veux des questions pour me faire réfléchir? Est-ce que je veux des miroirs, des ressentis, des suggestions? Et ça, c'est vraiment important. La plupart des clients vont vouloir tout, mais certains, par exemple, celle qui était sur plus le management, savoir dire d'elle-même et savoir dire non, elle s'était déjà fait coacher, elle ne voulait pas dire à ses collègues qu'elle s'était fait coacher, c'était un sujet très émotionnel pour elle, donc elle a dit, moi je voudrais que du partage d'expérience, j'ai pas envie que vous me renvoyiez de feedback, voilà. Et donc c'est un moment aussi où on pourrait se dire que si la personne a du mal à choisir, et des fois elle a du mal à choisir, on va se mettre en mode coaching en tant qu'animateur de co-développement. Pour moi, je veille vraiment à me rappeler une phrase clé, c'est que le client en co-développement est l'expert de sa situation. Et que des fois, il peut avoir parlé, oui, de honte, par exemple, à ne pas se sentir légitime, au moment de la clarification, mais qu'au moment du contrat, parce qu'il y a l'effet groupe, il va vouloir rester que sur du pratico-pratique autour de l'organisation de sa réunion, ou éventuellement du partage d'expérience à des moments où les autres ne se sont pas sentis légitimes et qu'est-ce qu'ils ont fait pour se sentir en confiance. Et donc, je vais vraiment plus laisser du temps, dire aux consultants de se calmer, de ne pas vouloir dire « Ah ben, ça serait pas ça la question ?» et que sans doute, quand on anime des groupes de co-développement avec des coachs au moment de l'étape 3, c'est pas un moment facile. Proposer si des fois c'est très difficile pour le client de choisir parce que c'est la confusion et que c'est sans doute ça ce qui est le plus important. Et là, quand je dis ça, je sais que je parle peut-être plus avec ma posture de coach, de ressentir la confusion du client. Et je vais lui proposer par exemple, que les consultants reformulent ce qu'ils ont compris de la situation. Ça va pouvoir lui donner un éclairage. Mais pour moi, et je sais qu'il y a d'autres pratiques où le contrat est construit d'une manière plus collective avec les consultants, pour moi, c'est vraiment important que le client choisisse quel est son sujet, parce que c'est lui l'expert de la situation. Par contre, je vais demander aux consultants, avant qu'on continue, est-ce que c'est clair, à savoir est-ce que vous comprenez le sens de la question, de la demande, tous les mots, parce que des fois, il y a des nouveaux mots qui apparaissent au moment du contrat. Donc là, évidemment, je vais aller, si je ne l'ai pas vu, en général, il y a un consultant qui va demander. Donc moi, je suis très en protection du client. Et là, je dis que c'est moi. Je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire. Et puis, on va arriver à l'étape 4, donc l'étape de qu'on appelle la consultation. Et là, c'est l'autre spécificité du co-développement, et ce n'est pas toujours évident au début en France de faire vivre ça, c'est que les consultants vont contribuer, d'ailleurs il faudrait dire contributeurs plutôt que consultants, parce que dans les faits, je n'ai toujours pas changé ce mot-là, parce que dans le bouquin c'est ce qui est écrit, mais on va plus, vaut mieux vraiment qu'il n'y ait pas trop de conseils et pas trop de suggestions. Vraiment dans la pédagogie, c'est dire on ne va pas s'exprimer si j'étais à ta place, je fais ci, je fais ça, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, pourquoi tu n'as pas fait ci, pourquoi tu n'as pas fait ça. J'ai déjà été cliente avec une séance comme ça et je me sentais très très mal à la fin. Donc il y a à apprendre à être un bon consultant
Il y a apprendre à accompagner. En ça, c'est une super méthode pour apprendre à être manager et à accompagner ses collaborateurs sans leur donner la solution. Et donc le co-développement, l'objectif, c'est aider la personne cliente à trouver sa propre solution. En ça, on pourrait dire, quand le groupe fonctionne bien, que c'est comme du coaching par un groupe. Hein, j'aime bien dire tous ces mots-là. Hein, et donc, c'est pour moi, je n'ai jamais fait d'échange de pratique, j'en ai pas l'expérience, mais dans ma représentation, ça peut être ça, comme ça peut être de la résolution de problèmes, mais ça peut être beaucoup plus, beaucoup plus. Et si c'est que du partage de bonnes pratiques, c'est parce que le groupe n'est pas bien constitué et que les gens vont pas oser, les clients vont pas oser parler de leurs ressentis et vont rester juste dans ce qu'ils savent faire, pas faire. Et ça peut le faire très bien, mais ça peut faire beaucoup plus que ça. Et à nouveau, il y a à vérifier que tout le monde va contribuer. Les premières fois, mais petit à petit, en ayant demandé la permission de donner du feedback au groupe pour que les consultants soient des meilleurs consultants, prendre sa place quand on est quelqu'un de plus réservé, laisser sa place, comment inviter aussi à prendre du temps, à pas tout de suite contribuer, à réfléchir avant de parler, réfléchir avant de parler. Donc il y a énormément de micro-apprentissage. Et pour moi, sans doute ce que j'ai appris depuis 3 ou 4 ans, c'est à nommer de plus en plus quels sont les pôles d'apprentissage dans le rôle de consultant que les participants vont rapatrier dans leur vie de manager. Aujourd'hui, je fais aussi du co-développement pour des gens qui sont en management transverse. Donc, comment on apprend aussi à pas réussir tout seul, mais à réussir avec les autres. Comment on apprend, parce qu'en général, les consultants, les premières fois, ils sont là. Ils ont compris que c'était l'un après l'autre, qu'il fallait laisser finir, pas couper la parole, mais ils sont comme ça. Donc, ils n'ont pas écouté la fin de ce que a dit l'autre. Donc, ils ont perdu une occasion de s'enrichir, puisqu'on est en groupe de pairs. Donc il y a tout ça à faire vivre pour que ça donne toute sa magie. Donc ça, c'était l'étape 4. Et donc, pas de débat, et j'ai pas dit le plus important, c'est que le client se tait, ne dit rien. Ne dit rien, sauf si, et on ne lui a pas demandé en cours de route, les consultants ne sont pas en train de travailler sur son sujet. Par exemple, s'il a parlé de la honte, mais il ne l'a pas remis dans la question, et certains consultants restent sur la honte, et c'était pas le sujet, donc ça fait partie. Et aujourd'hui, moi, je vais pas dire aux consultants, si vraiment ils sont hors sujet, je vais le dire, mais je vais plus aller demander aux clients, monsieur le client, est-ce que les consultants sont bien en train de travailler sur votre contrat, à la fois dans le fond et puis dans la forme. Parce que, surtout si c'est quelqu'un qui ne se sent pas légitime à affirmer, etc., c'est une occasion pour lui d'apprendre à dire non, je voudrais plus de ça, j'ai pas eu beaucoup de partage d'expérience et j'en voudrais. Et puis si jamais il y avait une intervention qui n'était pas respectueuse, je n'ai pas parlé du contrat, évidemment, il y a un contrat à poser avec le groupe au début sur la confidentialité, etc. Donc ça demande beaucoup d'attention pour voir si le client est bien, comment vont les consultants, que les consultants ne se jugent pas entre eux. Oui, moi je ne ferais pas du tout comme ça, comme un tel. Il n'y a pas à être d'accord. Même au contraire, si on n'est pas d'accord, ça va être encore bien plus riche pour le client. Voilà, et puis on arrive à l'étape 5, qui est celle de la synthèse et du plan d'action. On va laisser au groupe, au client, en général, en moyenne, c'est 5 minutes. Souvent, il a 3 ou 4 pages de notes. Donc, moi, je vais demander quelles sont les 2 ou 3 contributions qui vous aident à avancer par rapport à répondre à votre question. Et quelle est la première action que vous avez envie de faire après la séance de co-développement. Et pendant ce temps-là, les consultants vont préparer l'étape 6, qu'on appelle apprentissage. En fait, c'est plus réapprentissage, il y a rarement le grand déclic du ciel.
du siècle. Donc c'est qu'est-ce que, puisque je suis père, qu'est-ce que moi j'ai appris dans le fond de la séance, par exemple, et la légitimité, si on creuse les sujets, dans le fond, il y en a beaucoup autour de la légitimité, je trouve. La légitimité et la solitude, en fait, si je creuse beaucoup des sujets. Pardon ? Beaucoup de gens ne se sentent pas forcément légitimes à faire telle chose ou légitimes à demander de l'aide à leur patron ou à leurs collègues ou à leurs collaborateurs ou à imposer. Mais c'est rarement formulé comme ça. Et donc les consultants, les contributeurs vont dire ce qu'ils ont réappris par rapport au sujet de fond. Et puis, peut-être pas les 2-3 premières séances, mais aussi qu'est-ce qu'ils ont appris dans leur rôle de consultant, parce que, vous l'aurez compris, avec les 6 étapes, il y a à apprendre à écouter, il y a à apprendre à être patient, à ne pas sauter sur la solution, à ne pas donner la solution, à faire réfléchir l'autre, à prendre sa place, à laisser sa place. Donc, il y a de multiples apprentissages. Il y a des choses qu'on ne faisait plus, je ne sais pas, l'autre jour, dans les choses qui sont ressorties, puisqu'on était pas mal dans le management du temps, à faire sa liste des tâches et puis à valoriser le temps pour chacune des tâches. Donc, je ne le faisais plus, je vais le refaire. Ou j'ai pas dit ça, je n'avais pas le courage d'aller voir mon patron. Donc pour moi, la mise en action du client et des consultants, elle est importante. Je ne le disais pas forcément il y a quelques années aux consultants, qu'est-ce que ça vous donne envie de faire ou de refaire. Et donc les 2 dernières étapes, on va partager. L'étape 5, à nouveau, les consultants ne vont pas commenter sur le plan d'action et la synthèse du client. Il y a à apprendre à être humble. C'est l'humilité. C'est à la fois oser se dévoiler, dire un peu, parce que si on ne dit pas du tout pourquoi une difficulté, les autres ne vont pas comprendre pourquoi c'est une difficulté, et puis ne vont pas nous aider bien. Et en même temps, l'humilité, parce que je sais que régulièrement, je me dis, ah oui, là, c'est une super contribution, je suis vraiment claire sur ce sujet-là, à cet endroit-là. Sauf que quand le client fait sa synthèse, il ne cite pas ma super contribution. Et c'est pour ça que l'étape 8, elle est importante. Parce que, en fait, à chaud, le client, et c'est l'objectif de ce début de synthèse, parce qu'il commence déjà à rassembler tout ce qui lui a été donné, mais c'est comme en coaching, le co-développement, le client va relire ses notes, alors des fois tout de suite après, des fois après, une semaine après, et bien souvent quand ils reviennent en démarrage, donc dans l'étape qu'on va appeler 8, ils disent ah bah oui tiens, telle contribution sur le moment, honnêtement, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Puis finalement, en y réfléchissant, en prenant le temps, je me suis dit bah tiens oui, c'est quelque chose que je ne fais pas du tout. Mais ça pourrait être intéressant d'aller explorer. Donc voilà, et puis l'étape 6, alors qui peut durer 20 à 25 minutes, est une étape très importante, qui est assez, je pense, unique dans beaucoup de ces méthodes d'apprentissage collectif, parce qu'en entendant les autres, on réapprend des choses, le client réapprend des choses aussi. Et donc, en fait, il y a à ce jour, dans la manière dont j'aime bien pratiquer, 3 types d'apprentissage. Ce que j'ai appris sur le fond de la séance, ce que j'ai appris dans mon rôle de consultant, et puis aussi ce que j'ai appris dans le déroulement de la séance. Parce que des fois, la séance, c'est pas très facile. Donc, on apprend aussi à nommer quand est-ce que c'était confortable, inconfortable, et quel parallèle il peut y avoir dans la vraie vie. Voilà comment ça marche. Et évidemment, c'est toujours la même chose quand je commence, il me faut du temps. Mais il nous reste encore 20 minutes pour répondre à vos questions, et je vous donnerai les coordonnées pour que vous alliez voir la vidéo, et encore avec toutes mes excuses, j'ai voulu innover. Bon, oui. Moi j'ai une question parce qu'en fait je pratique le co-développement, je ne suis pas formée, une chose de dire, depuis à peu près 2006. Et en fait,
Et la question que je me pose, c'est finalement quelle est la différence entre la posture de l'animateur d'un groupe de co-développement et la posture de coach, ou en tout cas la posture que l'on peut avoir dans finalement l'animation d'un groupe. Parce que moi, le parallèle que je fais, c'est que en tant que coach, on travaille dans l'émergence, on pose un cadre, donc on est contenant, on est attentif à la sécurité, à la structure, on va guider un processus de travail, on va être vigilant quant à la circularité de ce qui se passe dans le groupe, on va permettre d'ouvrir de nouveaux horizons. Donc finalement, c'est quoi la différence fondamentale? Parce que j'avoue que j'ai du mal à l'apercevoir. On n'intervient pas sur le fond. D'accord. Ou très peu. Mais en même temps, il faut le comprendre à minima pour... Enfin, j'aurais dû ouvrir, mais tant pis, c'est parti. Pour moi, et parce que c'est une question là dans l'interview que je vais avoir tout à l'heure, donc du coup, ça m'a forcé à me dire vraiment... pour moi, c'est la plus importante. C'est que... à la limite, si je ne comprends pas ce qu'il raconte, c'est pas grave. En tout cas, au début, quand on apprend à animer. Après, évidemment, pour pouvoir apprendre aux consultants à être des bons consultants, et s'ils n'ont pas éclairé, mais pour moi, c'est ça la principale. Et j'ai écrit aussi, je n'ai aucune intention pour le client ou pour le groupe. Ça, c'est un peu de coach. Pas d'intention. Et on n'intervient pas sur le fond. Et on ne comprend pas toujours ce que vous dites. On n'est pas là pour comprendre non plus la situation. On n'est pas dans une relation duelle comme dans un coaching. Moi, je dirais qu'en fait, on ne délègue pas. On délègue le coaching au groupe. Voilà. Moi, c'est ça. Vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure. Oui, oui. On pourrait dire qu'on est dans un méta-coaching? Je sais pas. C'est vrai que c'est... Mais on est dans toute la subtilité, je crois que... Parce qu'on n'a pas encore bien nommé tout ça. Et... Marie-Odile et Francis, oui, là j'ai besoin du collectif. Je pense que j'ai pas bien dit l'intention, il faut que je réfléchisse à comment je vais le formuler. Je ne sais pas à quoi répondre. Moi j'ai l'habitude de dire à un client, c'est quoi l'animateur, le rôle de l'animateur. Je réponds, parce que c'est juste, l'animateur doit être extraordinairement présent, et totalement transparent. Oui. Oui, la différence aussi, c'est que le contrat est passé entre le client et les consultants, que son groupe, il n'est pas passé avec l'animateur. Oui, c'est la différence. Oui, c'est sans doute ce que je voulais dire dans pas d'intention, en fait. Pardon? Comment? Bon, vous le comprendrez, moi je ne sais pas forcément bien répondre à cette question-là, parce que ça fait partie des choses sur lesquelles je réfléchis. Ce que je sais, c'est que il n'y a pas besoin, on peut être un très bon animateur de co-développement sans être coach. J'ai plus envie de répondre comme ça. Et que je pense que c'est important, en tout cas, moi, tel que j'ai appris le co-développement, et j'aime bien le faire apprendre, c'est d'abord être juste animateur, tel que Francis vient de décrire, donc à la fois très... Comment tu as dit, c'était bien? Présent et transparent. Oui, c'est ça, voilà, très présent et transparent. Oui, et une fois qu'on est tranquille avec cette grande présence et cette transparence, et surtout les 6 étapes, c'est comment après on va plus s'intéresser à recontacter ce qui se dit dans le fond. Et pour moi, ça va être plus utile autour de est-ce que le client il est content, pas content.
Donc est-ce que les participants, tout le monde, comment ils rebondissent ou ils ne rebondissent pas, comment ils font œuvre commune. Donc ça va être plus toujours sur le processus et même si on n'a pas d'intention, même si le fond de ce que dit le client en coaching, en tout cas dans ma pratique, il joue un rôle dans la manière dont je vais être coach ou dans la manière dont je vais faire ma séance de coaching. Alors qu'en co-développement, je trouve que c'est beaucoup moins. Mais ça, tout ça, c'est encore à écrire et à nommer. Et le fait que Annie, qu'on m'ait demandé de venir ici, c'est le démarrage de ça, parce que, je vous l'ai dit, moi c'est la première fois que je fais cet exercice de vous partager l'expérience de co-développement à un parterre de coach, et donc d'être confronté à cette question. Et moi j'aime bien dire quand je suis en train de construire la réponse avec d'autres, parce qu'il y a eu d'abord besoin je pense, en tout cas de séparer, pour après réconcilier et de voir comment, évidemment, moi aujourd'hui je suis contente parce que ma première posture, je suis aussi formatrice. Donc j'ai les trois, mais quand est-ce que je convoque l'une ou l'autre, en fait? Oui, pardon, Qui sont les entreprises qui aujourd'hui font appel du co-développement? Est-ce qu'elles ont des caractéristiques particulières? Est-ce qu'elles sont très matures par rapport à d'autres outils? Vous voyez, c'est... Je pense qu'aujourd'hui... Mais là, il y a plusieurs personnes à répondre. Oui. Trois exemples basés sur des managers qui ont suivi au fil de leurs années un parcours de développement à la pratique managériale, de la formation. Et à un moment, ras-le-bol. Quoi faire de différent autrement? C'est pour ça que grandir autrement, le co-développement est une réponse. Et c'est une belle opportunité à saisir. Peut-être ne faut-il pas en conclure, c'est un passage obligé, la formation à tout va. Mais si je regarde les trois actions en cours, c'est bien ce qui a permis d'acheter le co-développement. Et passer à autre chose, c'est ce qui a été le déclic. Est-ce que vous avez l'expérience d'un groupe de co-développement qui s'est donc engagé sur 6 à 8 mois et qui reprend une série de co-développement? Les mêmes personnes continuent l'année suivante. Est-ce que vous avez l'expérience de ça? Ils voudraient bien, mais ils ne peuvent pas parce qu'ils ne vont pas. Mais les groupes, ils voudraient tous continuer. Mais non, je ne l'ai jamais fait. Parmi les choses que j'aimerais faire, mais jusqu'ici, j'ai pas encore réussi, c'est en fait que l'un des membres prenne le relais et que je le forme. Et on a démarré avec 2 personnes. Et c'était formidable de former des gens qui avaient déjà participé pendant 1 an à un groupe de co-développement, parce que là, ils savaient les 6 étapes, c'était plus la posture vis-à-vis de leurs collègues, puisqu'ils allaient être des animateurs internes. Et en fait, il y a eu un changement entre-temps du CODIR, et le CODIR n'a pas voulu des animateurs internes. Je veux juste aller dans le sens, oui, je pense qu'il y a besoin que les gens aient été formés au management d'une manière entre guillemets plus classique, ne serait-ce que pour savoir dire les choses, donner du feedback. Sinon, on peut faire les deux en même temps, ça m'est arrivé aussi, et on peut faire des mix. Après, oui, je vous l'ai présenté dans sa pureté, mais on peut faire des mix. Et aujourd'hui, il y a public. Moi, je travaille par exemple beaucoup avec EDF. J'ai même été formée des animateurs en Pologne et en Angleterre. Et dans le privé, je crois que ce qu'on a réussi par rapport aux Québécois, et c'est pour ça qu'on a été beaucoup plus questionné sur le retour sur investissement, sur ce que ça apportait, que les Québécois, et maintenant ils veulent nos expériences, c'est qu'on a commencé beaucoup plus dans le privé. Et donc on nous a rapidement posé la question du ROI de cette boîte noire. Voilà. J'ai répondu par rapport à partage de pratique. Oui. Bon, ça va. En tout cas pour moi. Ok, d'accord. Voilà, je vous avais dit que ça viendrait. Oui. Je voudrais apporter juste un petit témoignage sur donc, cette unique séance à laquelle j'ai participé en tant que moi-même contributeur. Donc c'est un réseau de parrains
qui accompagnent des personnes qui sont demandeuses d'emploi. Et dans ce réseau de parrains, il y a des RH et des coachs, puis il y a des gens, des opérationnels, des managers. Et jusque-là, dans notre façon de pratiquer, d'échanger nos pratiques, en fait, il y avait comme une espèce de hiérarchie implicite, c'est-à-dire ceux qui sont opérationnels s'imaginent que les coachs, comme toujours, sont les sachants, les RH, savent tout faire, savent forcément bien accompagner. Et en fait, dans cette séance de co-développement, c'est un coach qui a été volontaire pour préparer son sujet et pour porter son sujet. Et je trouve que ce qui était vraiment intéressant, c'était une école d'humilité et de juste on est des gens comme les autres. Et du coup, ça a fait baisser beaucoup la pression sur les autres personnes qui croyaient que voilà, ils étaient moins capables, moins compétents, etc. C'était un bénéfice secondaire très intéressant. Oui. Et que c'est sûr que, parce que j'étais en train de regarder ce que j'avais préparé, pour moi, l'enjeu aujourd'hui, c'est que le co-développement ne soit pas victime de son succès. Et pourquoi il y a succès? Parce que vous l'avez vu, c'est simple. Parce que, comme vous l'avez dit, il y a besoin on va pas refaire une formation à management, ou à la limite refaire une formation à l'entretien annuel, faire un groupe de co-développement autour de la pratique de l'entretien annuel. Je ne l'ai pas encore fait, mais je pense que ça doit bien le faire. Parce qu'une fois que les gens ont les outils, les structures, ils n'y arrivent pas parce que tels qu'ils sont fabriqués, ils ont du mal ou à donner un feedback d'amélioration ou je ne sais quoi. Donc c'est besoin d'autre chose. Et puis parce que c'est tellement, quand on l'a expérimenté, c'est tellement puissant. Hein. Mais après, la simplicité fait que, ça m'est arrivé au tout début, qu'une cliente, d'ailleurs c'était la même qui m'a envoyé sa collaboratrice, et la collaboratrice, après avoir expérimenté une fois le co-développement, elle a dit qu'elle n'avait plus besoin de moi, et puis elle a fait du co-développement. Et que, en fait, c'est à force d'en faire. Et Yvonne Poulain, là, avec laquelle je travaille, elle fait du co-développement depuis 25 ans. Et elle me dit qu'elle apprend toujours. C'est vraiment... et probablement que la réponse à la question différence entre posture de coach et posture d'animateur, c'est aussi en faisant les deux. Et sans doute il y a à se poser pour nommer. Hein, c'est peut-être un sujet d'atelier ou de travail pour la SF Coach. En tout cas, moi, ça m'intéresserait de pouvoir mieux répondre à cette question. Mais c'est... Oui, j'ai régulièrement encore, et je pense toujours, comme en coaching, il y a des fois où c'est pas facile. Voilà. Par rapport à l'étape 5, le plan d'action, oui. Justement, je pense que ça peut être cette question de vos recommandations, vos retours d'expérience sur justement cette étape du plan d'action. Est-ce que, parce qu'en coaching, il y a des sujets là-dessus, sur justement de quelle manière on s'efforce que le plan d'action soit suffisamment concret, de le faire respecter. Alors, quel niveau on doit attendre en fait, sur ce plan d'action, quelle posture on doit avoir en tant qu'animateur de co-développement. Est-ce que ce plan d'action doit être vraiment concret, précis? Est-ce que ça peut être selon le niveau de... Moi, c'est comme en coaching, je fais confiance à la personne cliente et je vais lui demander, par contre je vais insister, et si ça ne me paraît pas assez concret, je vais insister, quelle est la toute première action que vous allez faire après la séance de co-développement. Et s'il y en a 3, je vais dire, et laquelle tu vas choisir ou vous allez choisir. Parce que la personne a tellement reçu qu'elle veut être à la hauteur, entre guillemets, de tout ce qu'elle a reçu à la séance d'après. Et que souvent, ça arrive que les clients disent « Ah, j'ai pas fait grand-chose ». Là, il faut questionner parce que ce qui a l'air pas grand-chose pour lui, des fois, est énorme. Hein. Oui, je sais pas s'il n'y a pas d'exemple qui me vient, mais... oui. En fait, c'est pas. Moi, j'ai observé là récemment que j'avais très envie que la personne
mettent en place un plan d'action, mais qu'avant qu'elles mettent en place ce plan d'action, il y avait déjà la prise de conscience de comment elles pourraient faire différemment. Il s'agissait d'une relation avec un collaborateur où il était très dans la protection et qu'il a pris conscience que c'était plus possible. Mais déjà ça, c'était déjà énorme. Et que la fois d'après, il avait fait un tout petit truc, mais j'ai soutenu ça. C'est-à-dire que c'était pas énorme, mais il était sur le chemin. Donc je pense que c'est aussi à voir effectivement en fonction des clients, en fonction des problématiques. Il y a des problématiques qui sont loin d'être simples. On ne peut pas déclencher une action forcément spectaculaire ici à la prochaine séance. Donc après, je parle sous ton contrôle. Oui, mais c'est exactement ça. Et je me dis que c'est ça que... Parce qu'il y a des fois, je me dis, ça sort pas de la salle. Je me dis, mais c'est pas rigolo dans le fond, ces 6 étapes. Ça fait 10 ans, 6 étapes. Et vous le recontrôlez scrupuleusement la séance d'après? On questionne sur là où il en est. Et en fait, oui. Mais pourquoi c'est rigolo, en fait, ces 6 étapes? C'est que ça ne fait jamais la même chose. Et que même dans un groupe qui est déjà constitué, en fonction de la personne cliente, ça va pas faire la même chose. En fonction ils arrivent tous avec un énorme sac à dos, il y a eu encore X réorganisation, voilà, il n'y a pas d'énergie. Moi, ce que j'aime bien entendre, mais là, c'est comme des fois les séances de coaching, et c'est ça que j'entends plus en co-développement, c'est la personne cliente qui dit « je suis arrivée », elle l'a pas forcément dit en arrivant, j'avais mal à la tête, ou j'avais mal dans le dos, je me sentais fatiguée. Ah bah tiens, là je sens que je suis bien. Ça, je parle à nouveau sous votre contrôle, c'est au moins 25% des cas. Hein. Parce que vous le savez tous, hein, et là je pense qu'elle a été écoutée Boris Cyrulnik, c'est-à-dire nommer les choses déjà pour soi-même. Mais nommer les choses en étant écouté attentivement. Déjà, si on faisait que les étapes 1 et 2, rien que ça. Si on apprenait, en tout cas moi, si on apprenait à faire juste l'étape 1 et 2 dans tous nos registres de vie, professionnels ou personnels, je pense que j'aurais servi à quelque chose sur la Terre, en tout cas les gens avec lesquels j'ai fait ça. Oui. Alors justement, pour que tout le monde soit au même niveau, ou en tout cas un niveau de conscience et de qualité de questionnement et d'écoute en phase 1, comment faites-vous pour que tous les participants puissent travailler avec ce degré de questionnement et d'écoute qui est suffisant pour que ça se mette en route dans l'esprit que vous venez de rappeler depuis le début de cette conférence? Est-ce que vous avez un temps de formation? Alors, j'ai toujours pas de baguette magique. Et donc, il faut apprendre aux gens à bien faire du co-développement. Ça prend au fur et à mesure des séances et en leur donnant du feedback. Moi, Mais sur la première séance, comment faites-vous pour que vous démarriez avec un minimum requis? Non. Mais c'est vrai qu'il y a, je sais qu'il y a des pratiques où on va travailler d'abord le questionnement, l'écoute active. Moi, je suis je suis une autodidacte de la formation, donc j'ai appris par l'expérience et tout ce que je fais avec tous les registres où je forme, c'est par l'expérience. Mais avec l'autorisation de donner du feedback et en disant des questions, déjà questions ouvertes, questions fermées, rien que ça. Donc je vais donner un feedback sur questions ouvertes, questions fermées, et puis ils n'y arrivent pas, qu'est-ce que tu veux savoir? Je veux savoir ça, comment ça se transforme en question. Donc par l'expérience. Mais ça peut aussi passer par la façon de mettre en place la charte de fonctionnement. C'est hyper important. Alors on n'en a pas parlé de ça, de la charte de fonctionnement? Non, parce qu'on ne peut pas parler de tout en 2 heures. Oui. Alors où est-ce qu'on peut se former? Pardon? Il y a bien une charte de fonctionnement qui est définie au départ et présentée ou partagée avec... Oui. En fait, on va en parler rapidement. 5 dernières minutes. Oui. Donc il y a le contrat, l'objectif avec le commanditaire et l'entreprise.
Il y a la charte de fonctionnement ou le contrat avec le groupe. Moi, j'aime bien parler de contrat ou de conditions de réussite avec le groupe. Donc, lors de la première rencontre, nous, on peut avoir nos incontournables et puis après, on va les compléter avec le groupe. Et puis, il y a le contrat de chaque séance. Voilà ce que j'appelle les 3 contrats. Et donc, pour se former, à ma connaissance, il y a, certains connaissaient Michel Ventura dans le réseau Aramis. Il y a Catherine Oyer, qui est la patronne de Pyramis. Il y a votre servitrice, donc mon cabinet qui s'appelle Avella. Il y a aussi Bernard Lévesque, qui a une version un peu différente, qui s'appelle Ciscodev. Et puis il y a Anne Hoffner et Dominique Delaunay dans le cadre de Enjeux Consultifs ou leur boîte qui s'appelle Cecodev, à ne pas confondre avec l'AFCodev. Voilà. Et peut-être qu'il y en a d'autres que j'ignore, en particulier en province. Et ce sont les mêmes qui petit à petit offrent aussi de la supervision. Je voudrais vous donner quand même, parce que j'étais tellement déçue que vous n'entendiez pas l'accent québécois. Donc, il faut aller sur le site de l'Association québécoise de co-développement professionnel. Et vous allez dans, je crois que c'est documents. Où est-ce que je l'avais mis ? Oui, documents ou documentation. Et après, vous allez, il y a vidéo, oui, vidéo. Et il y a illustration d'une séance de co-développement par Guy, c'est Guy d'une séance. Et l'animateur que vous avez vu tout à l'heure, c'est Guy Arsenault. Sans doute faire pas bien son nom. C'est ça, oui. Ok. Et donc ça dure, je crois, 15 minutes avec les 6 étapes, et ça vous donne un petit, pour ceux qui l'ont jamais vécu, mais il faut vraiment l'expérimenter. Et que on a voulu vous donner qu'il y ait un maximum de gens, mais c'est vrai que dans une prochaine expérience, ça sera bien volontier, si on est 8, que je vous ferai expérimenter pour ceux qui n'ont pas encore expérimenté. Voilà. Merci. Oui. J'ai une question. C'est la dernière, oui, alors. La dernière, parce qu'il faut vraiment qu'on commence si vous voulez bien, mais quand même c'est important, parce que c'est l'étape 4, la consultation. Oui. Est-ce que vous donnez des préconisations particulières sur les modalités de réponse et sur la formulation des réponses à la demande du client? Donc dans cette phase 4 de consultation, en dehors du fait de dire, bon, on va pas dire, tiens, ma solution est meilleure que ce qu'il y a été, etc. Mais est-ce qu'il y a des modalités qui sont données et comment vous régulez ça? Je ne sais pas, mais voyez ces questions-là. C'est la même question. Oui, mais je ne vais pas y répondre de toute façon. C'est la même question, simplement à la phase de consultation. Oui. Ayant fait partie du groupe de co-développement sur un an, etc., j'ai vécu 2 phases de consultation différentes. Une où chaque consultant répond au client et une où les consultants parlent après. Le client se fait. Alors je ne vais pas répondre parce qu'il peut y avoir des pratiques différentes. Et ce qu'on apprend dans une formation, et là je ne prêche pas pour ma gouverne, mais ce qu'on apprend en tout cas par l'expérience, c'est justement à donner les bonnes consignes. Et des consignes, ou les bonnes pour, et aussi du feedback pour apprendre petit à petit à être des bons contributeurs. Donc je veux bien, on échangera volontiers en tête à tête, mais c'est une longue réponse et une partie de la longueur tient à l'expérience. Et voilà. On doit malheureusement en rester là pour terminer. Merci. Yes.